Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la tonne de fails que j'ai connue avec toutes les voitures que j'ai possédées dans le passé. Première voiture américaine, une Chrysler LeBaron 1980, le petit coupé vraiment classique américain, un peu typé Cadillac. C'était une bagnole absolument géniale que j'ai adoré conduire, mais qui m'a vraiment causé un tas d'emmerdes. J'ai vraiment eu la totale avec cette bagnole, c'est-à-dire que j'ai vraiment appris beaucoup de choses en mécanique, parce que je ne l'ai pas payé cher et du coup elle valait son prix. Il y a plein de choses qui n'allaient pas, qui demandaient à être fiabilisées. Dans les plus gros soucis que j'ai eu avec cette voiture, c'est ces soucis de démarrage aléatoire. C'est-à-dire que je savais que je la prenais et qu'un coup sur deux, elle n'avait pas démarré et je ne savais jamais quand. Il y a des moments, il y a des saisons entières où elle roulait super bien et puis la saison qui suivait, elle ne voulait plus démarrer et j'ai jamais trouvé la vraie panne de cette bagnole. La meilleure idée que j'ai eue, ça faisait 1 an que j'étais avec ma copine et donc mon beau-frère me demande pour son mariage s'il peut utiliser ma voiture pour les emmener jusqu'à l'église. C'était un bonheur aussi pour moi de prêter ma caisse pour cet événement-là, donc j'accepte. Et j'avais juste oublié que cette bagnole pouvait potentiellement me foutre dans la merde le jour J. J'avais 20 ans, j'avais cette voiture depuis seulement 2 ans et j'étais dans une bonne passe avec, elle roulait bien, donc je me suis dit tiens pourquoi pas, allez, ça pourrait le faire, donc j'ai dit oui. Et le matin même, je démarre la voiture et qu'est-ce que j'entends? Des gros bruits de claquements dans le moteur et là je me dis mais c'est fini, mais je laisse tomber ce mariage, c'est pas possible, la bagnole, le moteur il est cuit. On la laisse tourner, on met un peu d'huile et le moteur repart tranquillement. Donc je me dis, allez c'est bon, je suis plus à ça près, de toute façon on y va, on se lance. Et le dernier moment, l'ultime moment, récupérer les mariés à la sortie de l'église, je me demande du coup, est-ce qu'elle va démarrer à ce moment-là? J'ai eu aucun souci, mais bon, tant qu'à faire, tant qu'à rajouter, pourquoi pas aussi me faire le coup de la panne, encore le démarrage. Je décide de démarrer la voiture à l'avance pour être prêt une dizaine de minutes avant qu'ils arrivent, et du coup il n'y a eu aucun souci. Autre faiblesse de cette LeBaron 1980, c'est son freinage défaillant. Depuis que je l'ai, il y a un problème d'air dans le circuit et un gros problème de réactivité au freinage. Du coup, ça m'a presque valu d'emboutir une Mini dans un virage de montagne. Quand tout le convoi s'est mis à piler, moi derrière, j'ai eu 1 seconde de retard sur les autres. La Chevrolet Caprice 1977, le plus bel achat de ma vie. Cette bagnole, je suis allé la chercher à Strasbourg. Donc voiture un peu plus chère que la moyenne du marché parce que le propriétaire venait de faire des frais, la boîte automatique a été entièrement refaite. Je pars de Strasbourg pour aller à Paris, je m'enfile une tonne de Red Bull en me disant allez c'est bon, tu vas conduire toute la nuit, tu t'arrêtes pas, t'es confiant, tu vas y aller. Punaise, je me tape une côte, je me rappelle, je regarde dans le rétro, je vois une grosse fumée blanche, je sens de moins en moins de puissance à l'accélération, je me fous sur le bas-côté. Et en dessous de la voiture, une grosse flaque d'huile, j'étais dégoûté. La boîte qui venait de refaite, le joint spi avait éclaté et elle était complètement foutue. C'est qui le bolos qui se retrouve à appeler le soir même son assistance pour finir dans un hôtel miteux au fin fond je crois de Bar-le-Duc avec 200 litres de Red Bull dans le bide? Eh ben c'est moi. Du coup impossible de dormir, en train de cogiter toute la soirée à comment je vais rattraper ce fail monumental. Heureusement j'avais des connaissances, un ami a pu me dépanner et a remplacé ma boîte de vitesse, mais c'est une voiture qui globalement, malgré sa très bonne réputation, et c'est pour ça je le précise, toutes les Caprices ne sont pas comme ça, c'est un modèle fiable. La mienne m'a causé beaucoup d'ennuis, du coup c'est une voiture qui me laisse un souvenir on va dire assez mitigé. Autre gros fail automobile, la veille des vacances d'été, 1 semaine après je crois, j'achète un Chrysler Voyager, Chrysler Grand Voyager de 1999 avec le GPL. Quelle idée de merde! Ça faisait des semaines que je regardais les annonces de Voyager parce que je cherchais un véhicule polyvalent, fiable, à petit budget. Et je tombe sur cette super affaire d'un Grand Voyager vraiment pas cher, révisé, avec GPL. Le GPL c'est un truc qui me faisait peur, mais je me dis bon celui-là il est entretenu, ça a l'air d'être un bon véhicule, donc à ce prix-là je prends pas de risque. J'achète le véhicule et la veille de partir en vacances, je l'emmène à la station pour faire le plein de GPL, tout content en me disant allez super, je vais faire des économies, tout le monde paye son samplon trop cher. Et moi j'ai tout compris, j'ai une caisse au GPL, je vais partir en vacances le moins cher possible. Je fais mon plein de GPL, la première fois de ma vie, donc déjà ça fait peur, on a dès le début l'impression que ça va nous exploser à la gueule, ce système d'air comprimé, enfin vraiment un truc de la NASA. Je le fous dans le réservoir de la bagnole et j'envoie, donc tout tranquille. Et au bout de quelques secondes, je sens comme une odeur de gaz vraiment flippante et je baisse les yeux. Et je vois qu'en fait, tout le GPL que je suis en train de foutre dans la bagnole sort par en dessous. Je vois tout le gaz blanc qui sort en direct. Mais la flip de ma vie, déjà je me dis, s'il y a un mec qui allume sa clope à côté, on va tous sauter. Et en plus, je me dis, mais punaise, je me suis encore fait enfler. J'ai encore acheté une grosse merguez. Au final,
Le problème n'est pas si grave que ça, c'était un souci de fuite en amont du réservoir, donc ça pouvait se réparer. Mais du coup, comme ce véhicule est aussi presque flex fuel d'origine, j'ai quand même pu passer des vacances pas trop chères en alternant le sans-plomb et le 85. Alors je décerne le palmarès de la plus grosse merguez de l'histoire à la Ford Focus 2007 que j'ai acheté il y a 2 ans. Cette voiture, en fait, je l'ai achetée après le Grand Voyager qui au final consommait beaucoup trop pour le quotidien. Je me dis, allez, on va prendre une caisse un peu plus classique, un peu plus récente. On va arrêter de faire des conneries, on va faire le choix raisonnable. Du coup, je pars sur une Ford Focus 2007 compatible bioéthanol d'origine. Pour moi, c'était un bon choix, voiture fiable sans histoire. Je trouve une bonne annonce, je me lance et je me retrouve du coup avec cette Focus dans les mains. Super confiant, je vois qu'elle consomme pas grand chose, que j'ai certainement fait le meilleur achat de ma vie, ce qui était une grosse erreur. Parce que un des premiers réflexes que j'ai avec mes nouvelles voitures, c'est de contrôler entre autres le niveau d'huile moteur assez fréquemment, et cette caisse me rendait tout simplement parano. Parano parce qu'à chaque fois, je tirais au bout de 200 km ou même une fois tous les 2 jours, je tirais la jauge d'huile moteur et ça descendait, le niveau descendait. Alors au début je me dis mais c'est pas possible, c'est moi qui ai un problème. J'ai eu des tonnes de caisses, j'ai jamais vu la jauge d'huile descendre aussi vite. Je tirais la jauge et je passais du niveau max au minimum. Le professionnel l'a repris, a fait des vidanges, a contrôlé beaucoup de choses et pour lui, il n'y avait aucun souci. Effectivement, le problème c'est que le cas le plus courant qui est associé à ça, ça peut être un début de joint de queue de soupape qui lâche. Du coup, ça se contrôle au niveau de la couleur de l'échappement. Et là, la couleur d'échappement était à peu près normale. Heureusement, j'ai pu faire intervenir un ami mécanicien compétent qui a quand même décelé un début de joint de queue de soupape. Et effectivement, la couleur de l'échappement commençait à virer légèrement au bleu. C'est potentiellement une bagnole qui aurait pu me coûter très cher si je l'avais gardée. Mais heureusement, ça s'est bien passé. Le professionnel a accepté de me la reprendre et je suis reparti sur autre chose. Au final, la bagnole la plus récente, la plus raisonnable que j'ai achetée pour le quotidien, s'est avéré être un gros fail. Donc je crois qu'en fait les voitures modernes, lambda, c'est pas du tout pour moi. Je vais rester sur mes vieilleries américaines, ça me va très bien. Ma Mercury Cougar 1968. Alors cette bagnole, j'ai pas grand chose à en dire parce que sincèrement, j'ai beaucoup roulé avec. Elle a toujours fait le job, elle m'a apporté énormément de plaisir cette caisse. Ceci dit, il y a une fois où franchement, moi et ma copine, on a vraiment sué. C'est quand on est parti rejoindre ses parents un été avec cette voiture, donc 400 bornes pour rejoindre l'Auvergne. Et sur la route, les premiers kilomètres, les premières centaines de kilomètres, aucun souci. Et à la fin, il faisait super chaud. Et plus j'allais vite, et plus la température moteur montait, mais sans plus s'arrêter. Et c'est la première fois que j'ai eu ce problème avec cette caisse. Et c'était infernal. Tout a commencé sur la rare phase de bouchon. On était du coup à l'arrêt quasiment, le moteur commençait à prendre en température. Et après, une fois que ça s'est dégagé, ça allait mieux, on respirait. Et pourtant, je pense que c'était lié à un souci de réglage d'allumage ou une connerie. Mais plus j'allais vite et plus la température moteur augmentait. Du coup, à la fin, on s'est retrouvé à 70-80 les derniers bornes, à faire des arrêts toutes les 20 minutes. Et c'était fatigant, mais fatigant. Quand je suis arrivé chez les beaux-parents, j'ai nettoyé tout le circuit de refroidissement. Ça en avait besoin, il y avait pas mal de merde là-dedans. Ça a beaucoup mieux marché. Mon Jeep Cherokee 1989, une super caisse sans histoire, sauf pour les beaux-parents. Parce qu'un été, on va leur rendre visite avec cette voiture, donc elle a super bien roulé, on est super content, tout se passe bien. Ils venaient de faire des travaux chez eux, donc ils nous font faire la visite, super dalle, flambant neuve. Donc on arrivait entre les travaux, c'était en train d'être finalisé. Sauf que la dalle n'était pas encore protégée, n'était pas encore vernie. Évidemment, moi je gare mon super Jeep sur cette belle dalle. Quelques heures après, je reviens et qu'est-ce que je vois en dessous de la caisse? Une grosse flaque d'huile. Grosse flaque d'huile sur dalle non protégée, c'est-à-dire que l'huile va rester fossilisée pour des siècles dans cette dalle. Panique à bord, je me dis mais comment je vais pouvoir me sortir de ce pétrin? Obligé d'en parler à mon beau-père qui vient me filer un coup de main, donc on essaie les classiques Coca et d'autres produits. Mais rien n'y fait. Je pars 4-5 jours après, il y a toujours cette grosse tache d'huile sur la dalle et je pense qu'elle y est encore 2-3 ans après. On va maintenant parler de ma dernière caisse en date, donc la Buick Skylark 1970. J'ai passé des mois à bosser dessus dans le garage, mais aujourd'hui je peux enfin en profiter. Elle roule bien, elle est sans histoire sauf le week-end dernier. Je la prends pour faire une petite balade avec un pote, en profiter un peu. J'avais mis pas mal d'essence, il y avait quelques semaines, j'avais calculé le kilométrage. Pour moi j'étais large, je savais que la jauge d'essence était un petit peu défaillante, mais c'était soit elle restait au minimum, soit au maximum, donc j'étais confiant. Après cette belle balade sous un ciel ensoleillé,
Je rentre chez moi, en pleine balle sur l'autoroute A6, direction la maison et la première pompe à essence, et j'ai même pas le temps d'y arriver que je sens que le moteur commence à tout sauter, et ça y est, je me fous sur la voie d'arrêt d'urgence, et ma jauge d'essence était restée bloquée depuis une vingtaine de minutes au tiers. C'est la première fois que j'avais eu ça. Du coup, j'étais hyper confiant, au tiers j'étais large, j'avais largement de quoi refaire du plein, et non. Heureusement, j'avais un jerrycan dans le coffre, et j'ai pu remettre de l'essence et repartir par mes propres moyens. Mais franchement, à partir de ce jour, j'ai direct commandé une jauge d'essence et je vous recommande vous-même, si votre jauge est défaillante, n'essayez pas de lui trouver une quelconque tolérance ou autre. Si elle est défaillante, elle vous fera les pires coups, donc changez-la au plus vite. Donc voilà pour mes faits à l'automobile de ces dernières années. Il y en aura certainement d'autres parce que ces bagnoles ont toutes eu un vécu différent, un entretien particulier. Et tant qu'on les a pas restaurées entre guillemets à 100%, on pourra toujours rencontrer ce genre de problème. Ce qui fait aussi partie, on va dire, des petites joies, des petits souvenirs de rouler en voiture ancienne. Mais en général, je m'en suis toujours sorti avec un minimum de frais et de travaux dans le garage. Et surtout, je n'ai jamais eu d'accident ou de blessure corporelle. Ça s'est toujours globalement bien terminé. Tous ces faits m'ont permis aussi d'acquérir un peu d'expérience et de savoir du coup ce que je ne voulais plus, ce que je ne tenterai plus aujourd'hui. Et ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!